Bonjour messieurs, dames. Donc, merci d'être venus. Donc, je me présente, je m'appelle Jean-François Namagne. J'ai travaillé toute ma vie, toute ma carrière professionnelle a été faite au sein de l'assurance maladie. D'abord en caisse primaire d'assurance maladie, qui sont les organismes locaux, et ensuite à la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est l'organisme qui chapeaute l'ensemble des caisses primaires du territoire. Donc les missions de l'assurance maladie, et précisément de la CNAM, c'est bien évidemment de veiller à ce que, c'est la mission première, à ce que les soins soient remboursés dans les meilleures conditions. Donc on a une obligation de rembourser les soins, on a solvabilisé l'activité. Et puis une des autres missions, c'est de lutter contre les inégalités d'accès aux soins et d'accès aux droits. Donc les inégalités d'accès aux droits, ça concerne des personnes qui ne bénéficient pas, n'arrivent pas à bénéficier de leurs droits à l'assurance maladie. Donc on essaye maintenant d'aller les chercher, de comprendre pourquoi ils n'ont pas, qu'est-ce qui cloche un peu dans le parcours qui fait qu'on n'arrive pas à leur ouvrir des droits. Et puis l'inégalité d'accès aux soins, l'inégalité d'accès aux soins pouvant être d'ordre financier. Donc il y a des gens qui concrètement ne peuvent pas se payer par exemple de complémentaires. Donc ça explique qu'on ait mis en place ce qu'on appelle la CSS, la complémentaire santé solidaire, l'ancienne CMU, qui permet donc aux patients qui ont des revenus relativement faibles de bénéficier d'une couverture complémentaire gratuite, dans de bonnes conditions. Donc pour l'instant, on essaie de lutter aussi contre... Alors on essayait, mais moi j'arrive pas. Donc on essaie de lutter contre les inégalités d'accès aux soins liées à un comportement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, soit culturellement, soit parce qu'ils n'en voient pas la nécessité, se tiennent à distance du système de soins, ne se soignent pas. Donc on essaye de savoir pourquoi ces gens ne se soignent pas. Donc il y a des raisons qu'ils ont une difficulté à trouver un médecin, c'est le sujet d'aujourd'hui. Puis il y a des gens qui ne se soignent pas parce qu'ils n'ont pas envie de se soigner, donc ils attendent le dernier moment. Donc on essaye de lutter contre ça. Et puis il y a une lutte contre les inégalités d'accès aux soins géographiques, c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc l'assurance maladie, elle a des moyens en termes d'organisation et en termes financiers qui permettent d'aider à l'organisation des soins. Ça fait partie de ses missions avec l'État. L'État et l'assurance maladie sont co-responsables de l'organisation des soins sur le territoire. Donc aujourd'hui, on aborde le sujet du désert médical. Alors, on s'est posé la question depuis très longtemps, est-ce qu'il y a une définition précise du désert médical? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et évidemment, il n'y a pas de définition normée du désert médical. On sait vaguement ce que c'est, mais on ne sait pas le définir. Par contre, on a des critères d'appréciation pour essayer de savoir si un territoire est en situation de détresse par rapport à l'offre de soins ou pas. Donc ces critères sont relativement simples. Le premier critère, c'est un critère quantitatif. Un territoire, une zone cohérente dans laquelle la densité des médecins est inférieure de 30% à la densité nationale est considéré comme un territoire en difficulté. Donc là, on ne se pose pas d'autres questions, on est sur le quantitatif. La deuxième question, c'est bien évidemment l'allongement des délais de consultation. C'est que quand vous avez des délais, quand vous admettez un temps qui n'est pas raisonnable pour obtenir un rendez-vous, on peut considérer qu'il y a une situation délicate. Il y a une question de temps d'accès. Donc on considère que si vous mettez par exemple plus de 30 minutes pour accéder à un médecin, vous êtes dans une situation qui peut être délicate. On a un autre critère qui est le critère de la patientèle, c'est-à-dire la charge de travail des médecins. C'est-à-dire qu'on considère qu'un médecin généraliste, au-delà de 1500 patients, il commence à être en difficulté. Donc quand vous avez des médecins, et il y en a qui ont 2000, 2500 patients parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de prendre, on considère qu'il y a une difficulté. Donc ça c'est en volume. Il y a une activité qui peut être aussi plus difficile pour les médecins parce qu'ils sont confrontés sur ce territoire à une prévalence à des pathologies, à des patients en nombre important qui ont des pathologies relativement lourdes, donc qui nécessitent une prise en charge un peu plus complexe que la prise en charge de base. Donc c'est l'état de santé de la population. Il y a un critère qui est évidemment important, c'est l'âge. Donc il faut savoir qu'en Corse, plus de 25% de la population a plus de 65 ans. Sur le territoire, on est à
il y a 18 à 19% de la population qui a plus de 65 ans. Donc on est sur des populations qui, de fait, ont un recours aux soins forcément plus important que d'autres. Donc voilà un peu les critères qui servent à identifier un territoire en difficulté. Alors on peut le baptiser désert médical, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas ce sont des zones qui sont, sur lesquelles il faut porter une attention particulière. C'est un peu ce que, alors j'anticipe un peu ce qu'on va dire tout à l'heure, c'est le travail qu'ont fait les agences régionales de santé, donc vous connaissez tous les agences régionales de santé, c'est l'antenne de l'État sur un territoire pour traiter des questions de santé. Le directeur de l'agence régionale de santé, c'est un peu comme un préfet sanitaire. Donc ils ont la responsabilité de ça. Ils ont fait une cartographie, suite à une loi qui est passée en 2021, des territoires, pour savoir où étaient ce qu'on appelle les zones d'intervention prioritaire et où étaient les zones qui s'appellent les zones d'action complémentaire. Donc ils ont utilisé ces critères-là. Donc on y reviendra tout à l'heure pour ce qui est de la situation de la Corse. Je vous donne quelques chiffres, mais rapidement. Donc en France, on a une densité médicale, toutes catégories confondues, de 330 médecins pour 100 000 habitants, dont 150 généralistes, donc c'est moitié-moitié à peu près. Il se trouve qu'en Corse, on est globalement dans cette moyenne. On est à peu près sur les mêmes chiffres, aussi bien sur le nombre de médecins, toutes spécialités confondues, et la part des généralistes dans ces médecins. Mais par contre, il y a des disparités. C'est-à-dire qu'au-delà de ce chiffre, bien évidemment, il y a des réalités qui sont tout à fait différentes. Sur les territoires, la densité médicale, par exemple, des généralistes sur Paris, c'est pas 150, c'est 635. Par contre, si vous allez dans l'Eure, on est à moins de 100. Et malheureusement. Et c'est malheureusement, à Mayotte. Sandrine Rousseau en a parlé, je crois que c'était avant-hier à l'Assemblée, à Mayotte, c'est 49 généralistes pour 100 000 habitants. Donc, et Sandrine Rousseau a fait, alors je ne fais pas de pub pour Sandrine Rousseau, mais il se trouve qu'elle a parlé du sujet, donc ça m'intéresse. Elle a mis en relation, enfin, elle ne s'est pas interdit de mettre en corrélation l'effectif médical et l'état de santé de la population. Le taux de mortalité, le taux de prévalence de pathologies lourdes, il est de 90%, quasiment 100% supérieur à ce qu'il est sur le territoire. Donc on ne peut pas ne pas faire de lien. Alors après, on va vous dire qu'il y a des raisons historiques, des habitudes alimentaires, une surconsommation de sucre, du diabète, mais la question fondamentale, c'est quelle prise en charge pour ces pathologies. Et là, de toute évidence, à 49 médecins pour 100 000 habitants, vous ne pouvez pas... Enfin, c'est une situation extrêmement complexe, extrêmement compliquée. Il y a un taux de surmortalité de 90%. C'est ça, 90% par rapport au territoire. C'est ça, c'est exactement ça. Exactement ça. Donc il y a un rapport du Sénat de 2022, pour préciser un peu quelques chiffres, qui dit que 30% de la population, grosso modo, vit dans une zone qu'on peut considérer comme un désert médical. 45% des médecins sont en situation de burn-out. C'est énorme, alors c'est volontiers que nous passons tout à l'heure la parole à monsieur pour qu'il nous explique un peu. Donc 45% de médecins, alors burn-out qui est lié à la charge de travail et qui est lié aussi au fait qu'aujourd'hui la notion de responsabilité médicale a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la crainte pour le médecin de se tromper est beaucoup plus prégnante qu'elle l'était à une époque. 11% des Français n'ont pas de médecin traitant, ne trouvent pas de médecin traitant. Alors quand on sait que le médecin traitant, ça a été inventé par la Convention de 2004, et que quand vous n'avez pas de médecin traitant, votre parcours de soins, vous êtes pénalisé. C'est-à-dire que quand vous allez faire une consultation directement sans être adressé par un médecin traitant, vous avez une pénalité financière. Vous êtes moins bien remboursé, en fait. Bon. Mais juste, pardon, oui, dans les territoires... Madame la médiatrice, je vous en prie. En Haute-Corse, voilà, nous en médiation, on n'a pas lié à cette problématique, bien évidemment, que les assurés qui n'ont pas de médecin traitant, on a mis en place un algorithme pour pas qu'ils soient impactés par ce sous-remboursement des soins liés à cette... Donc ils ne sont pas responsables du fait qu'ils ne sont trouvent pas pas responsables, donc voilà. Mais écoutez, la collectivité vous en remercie, parce que ça n'est malheureusement pas le cas partout. J'ai connu, moi, à une époque,
alors je ne les citerai pas, mais des directions de caisse primaire qui ne voulaient absolument pas entendre parler de ce genre d'aménagement, c'est-à-dire le règlement, c'est le règlement, et on partait du principe que si vous n'aviez pas de médecin traitant, c'est que vous n'en vouliez pas. Donc voilà, on a eu beaucoup de mal à leur expliquer que ce n'était pas aussi simple que ça. Bon, bien, un chiffre comme ça que je cite moi régulièrement, c'est le délai moyen sur certaines régions pour avoir une consultation d'ophtalmo, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est 6 mois. Voilà. Bon, alors donc les médecins... Les dermatos. Zéro, on en a plus. Donc alors les médecins sur le territoire, enfin sur le continent, les médecins sont principalement en ville. Ils sont installés de façon en effectif suffisant, on va dire, sur les littoraux. Alors pas n'importe quel littoraux, hein. Pas le nord, c'est la partie est de la Côte d'Azur, pas la partie ouest, hein, et puis le littoral, enfin Bordeaux, de tout ce qui va de Bordeaux aux Pyrénées. Il y a une implantation médicale qui est suffisante. Et puis par contre, sur les zones qui sont en difficulté, c'est les zones qui sont centrales, on est au centre, c'est les campagnes, c'est les zones montagneuses en été, pas en hiver, parce qu'en hiver, avec les sports d'hiver, vous avez une organisation des soins qui fait qu'on fait venir des médecins pour prendre en charge les accidents de ski, et les gens profitent de cette présence médicale pour se faire soigner, alors que c'est plus compliqué en été. Les zones périurbaines récentes, c'est-à-dire les villes, tout ce qui était villes nouvelles, où le tissu, le tissu de vie collective n'a pas eu le temps de se créer, donc ce sont des zones qui sont un peu en transition, c'est-à-dire qu'elles sont en train le cadre de vie est en train de s'améliorer, mais c'est pas encore ça, donc ce ne sont pas des zones qui sont privilégiées en termes d'installation par les médecins. Et puis les zones sensibles, en termes de sécurité, où là, pour le coup, non seulement les médecins ne s'installent pas, mais ils s'en vont. Et on peut les comprendre. Donc en Corse, les médecins, si on veut parler de chez nous, les médecins sont à Bastia et à Ajaccio, sur la périphérie de ces deux villes. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur un schéma que l'on peut retrouver sur le continent, où les villes d'importance moindre que les chefs-lieux sont quand même dotées, sont quand même pourvues de médecins. Là, ici, c'est clairement Bastia-Ajaccio. Sortie de Bastia-Ajaccio, on est sur une situation qui est un peu délicate. Donc concrètement, si vous prenez la carte de la Corse, alors je pense que vous pourrez le regarder, si vous allez sur le site de l'Agence régionale de santé, il y a la cartographie, hein, donc c'est assez parlant. Il y a 2 couleurs, donc il y a une zone d'intervention prioritaire. Donc c'est un axe qui part du Cap Corse, donc tout le Cap Corse est en zone d'intervention prioritaire, c'est-à-dire de sous-densité médicale. Bastia est en bonne situation. La Balagne, donc la Balagne est en zone d'intervention prioritaire également, toute la Balagne. Le centre Corse, tout ce qui est le Ponteletch, la Apia-Via-Caccia, Corté, le Sartenay, donc ça redescend, et jusqu'à Rocapine. Donc vous avez une petite diagonale comme ça, voilà. Et tout autour, on est en zone d'aménagement. Non, j'ai oublié le nom. C'est quoi le LASAC? Je ne sais plus. D'action complémentaire. Je vous remercie. En zone d'action complémentaire. Fayot. Donc une zone d'action complémentaire, et donc on a la périphérie des deux grandes villes qui ne posent pas de problème. Donc la Corse, dans sa globalité, on l'a vu, n'est pas un désert médical, mais il y a quand même des situations qui sont préoccupantes. Pour tout un tas de raisons, on a un autre paramètre qui est important, c'est que le vieillissement de la population, ça je l'ai dit, est important, et le vieillissement de la population médicale aussi est important. C'est-à-dire qu'en Corse, il y a une forte proportion de médecins qui sont arrivés ou qui arrivent à la tranche 60-64. Et comme c'est une tranche, c'est la dernière tranche en fait de médecins qui sont sortis de leurs études avant le numerus clausus. Donc après, la pyramide des âges, elle est comme ça. C'est-à-dire que là, on a une forte proportion de médecins âgés qui vont tous partir ou qui sont tous partis en même temps. Et en dessous, on a des effectifs qui sont beaucoup moindres. Donc là, ça crée un effet de désertification ultra rapide. Voilà, donc voilà les éléments. Alors, donc la situation n'est pas bonne, et
en Corse, la dynamique n'est pas bonne en plus, parce que l'accélération du processus est plutôt en cours. Il y a beaucoup de médecins qui vont partir à la retraite, ou qui sont déjà partis à la retraite. Pourquoi? Donc là, je vais parler sous contrôle de notre ami, puisque je vais essayer de voir qu'est-ce qui fait que les médecins ont des choix d'installation qui sont ce qu'ils sont, et auxquels on est confronté, et qui sont pour la plupart, ça je ne le disais pas quand j'étais en activité, mais maintenant je peux le dire, qui sont bien compréhensibles. Donc, les médecins choisissent en priorité de s'installer. Le premier critère, c'est là où ils ont été formés. Donc en clair, dans la périphérie, dans le pourtour des CHU, vous avez une densité médicale qui est souvent très importante. C'est tout à fait compréhensible. Les études ont eu lieu sur un territoire, des réseaux ont été créés, des connaissances. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un qui connaît son environnement médical aille s'installer dans un endroit qu'il ne connaît pas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les médecins s'installent là où ils ont pas la certitude, mais ils estiment qu'ils ne seront pas seuls. Donc ils seront entourés d'autres professionnels de santé avec qui ils pourront échanger, que ce soit des médecins ou des paramédicaux. Donc ça, c'est important. Ils veulent s'installer, alors ça c'est curieux, là où le service public est présent. Voilà. Alors ça, c'est un sujet, quand j'étais en activité, on échangeait, notamment, je me souviens d'un échange avec le président de la CSMF, M. Chassan à l'époque, qui est du Cantal d'ailleurs, et je lui disais, mais quand même, vous faites partie du service public de santé, enfin, même si vous êtes des médecins libéraux, vous êtes intégrés dans un dispositif, dans un système de santé, vous êtes partie prenante. Il dit, oui, mais je suis tout à fait d'accord, Jean-François, pas de problème. Et je dis, mais alors pourquoi vous installez? Elle dit, mais toi, il me dit, t'es fonctionnaire, toi? Je dis, bah oui. Mais tes copains, là, ils sont plus dans le Cantal, ils sont tous partis. Il n'y a plus de poste, il n'y a plus d'impôts. Pourquoi moi, j'irais m'installer dans le Cantal? Il n'y a même plus de guichet CPAM. Il n'y a plus de guichet CPAM. Qu'est-ce que tu viens m'embêter à me dire d'aller m'installer à Rion-Est-Montagne? Parce qu'à Rion-Est-Montagne, il n'y a plus rien. Ouais, je ne vais pas être le seul. Alors que je suis libéral, je suis certes dépositaire et j'en suis conscient d'un service public, mais je ne vais pas être le seul à aller vivre là-dedans. Voilà. Donc il y a un autre élément qui est important, c'est que les jeunes médecins, aujourd'hui, et ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, depuis une dizaine d'années, les jeunes médecins choisissent de manière spectaculaire le salariat. C'est-à-dire que l'activité libérale, alors ils ne sont pas majoritaires, mais la proportion de médecins qui choisissent le salariat en sortant des études a augmenté spectaculairement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont être salariés parce qu'ils aspirent à une vie tout à fait entre guillemets normale, pas de burn-out, pas de surcharge de travail. Et du coup, ils sont soit sur l'hôpital public, on sait où sont les hôpitaux publics, ils sont rarement en race campagne, ou dans les centres de santé. Les centres de santé, c'est ville ou périurbain. Il y a peu encore aujourd'hui de centres de santé installés en campagne ou dans des zones un peu éloignées des grandes agglomérations. Ils choisissent aussi souvent maintenant des maisons de garde, d'avoir un parcours comme ça, salarié. Et donc en fait, les médecins choisissent des endroits où globalement on vit bien, où il y a des loisirs, où il y a un environnement, où leur conjointe ou leur conjoint peut facilement trouver un travail, donc une zone où il y a un peu d'emploi, ce serait pas mal. Donc ça explique pourquoi on n'en trouve pas beaucoup à Moltifa ou à Ascq. Bon, ceci dit, à Ascq, je suis d'Ascq, il n'y a jamais connu de médecin à Ascq. Voilà. Donc, enfin, bref, les médecins sont des gens normaux, ils sont comme nous, ils aiment bien vivre dans des endroits sympathiques. Voilà. Enfin, je ne dis pas que l'Ascq, c'est pas sympathique, mais on s'emmerde un peu, quoi. Voilà, clairement. Bon. Alors, et pour expliquer ça, et là on va rentrer dans un débat qui est un peu plus réglementaire et juridique, les médecins mettent en avant 4 libertés fondamentales qui ont structuré la médecine de ville. Donc alors historiquement, là je parle de chartes qui ont été établies au XIXe siècle. Donc autour de 4 libertés, c'est la liberté de choix thérapeutique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à un médecin la façon de soigner, c'est lui qui choisit. Bon, évidemment, s'il fait une bêtise, on peut venir discuter après, mais au départ, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas lui imposer un mode de traitement. 2. La liberté de choix thérapeutique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à un médecin la façon de soigner, c'est lui qui choisit. Bon, évidemment, s'il fait une bêtise, on peut venir discuter après, mais au départ, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas lui imposer un mode de traitement.
Deuxième liberté, c'est la liberté de fixation du tarif. Alors celle-là, elle a été un petit peu remise en cause par le fait que les soins sont remboursés par l'assurance maladie, donc pris en charge par la collectivité, donc on peut plus, un médecin ne peut plus fixer son tarif comme il le souhaite, soit il est conventionné dans un secteur qu'on appelle le secteur 1, donc il est remboursé. Remboursement total. Remboursement, enfin, pas total, mais dans de bonnes conditions, voilà. Soit il choisit les honoraires libres, donc il peut pratiquer le tarif qui lui convient, on lui demande juste de le faire avec tact et mesure, c'est la formule employée. Donc cette liberté tarifaire, par contre, elle existe s'il décide de ne pas être conventionné. Il peut très bien pratiquer des consultations à 600 €, à 1000 € s'il veut, mais il est comme l'hôpital américain à Neuilly, il est hors circuit. Le libre choix du médecin par son patient, c'est la troisième liberté, elle est importante. Et la quatrième liberté, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la liberté d'installation. Alors, donc un médecin peut s'installer absolument où il veut. Il est libéral, il n'y a aucune contrainte par rapport à ça. Donc, alors ces quatre libertés, elles sont pas gravées dans le marbre, c'est pas constitutionnel. On a admis que quand le législateur a décidé d'intégrer la médecine de ville dans notre dispositif de réponse aux besoins de soins de la population, il l'a fait en acceptant ces quatre libertés. Donc je ne dis pas que ce sont des avantages acquis pour la profession, mais c'est des choses sur lesquelles elle s'est construite, y compris dans notre système de santé, qui est un système encadré, solvabilisé. Voilà. Donc c'est comme ça une réalité qu'il est difficile de remettre en cause. Alors, dernier élément dont je voulais vous parler, c'est le numerus clausus. Donc le numerus clausus, c'est la limitation du nombre d'étudiants admis au cursus médical, donc qui était calculé en fonction des besoins d'un territoire à une époque, mais surtout qui était calculé pour diminuer spectaculairement le nombre des médecins, parce qu'à l'époque, un économiste qui s'appelait Raymond Barre avait dit « moi, je pense que si on dépense beaucoup d'argent pour les soins, c'est parce qu'il y a beaucoup de médecins. » C'est une approche inflationniste qui n'est pas totalement idiote. Hein. C'est pas faux, c'est pas vrai, c'est pas complètement faux, mais c'est évidemment pas vrai. C'est-à-dire que ça n'a aucun rapport. Mais comme M. Raymond Barre, quand il disait quelque chose à l'époque, tout le monde prenait ça très au sérieux. L'Académie de médecine s'est dépêchée de fermer les robinets, donc à instaurer le numerus clausus. Alors, j'exagère, ça ne s'est pas passé que comme ça. Il y avait aussi, chez les conseils de l'ordre, une volonté de limiter l'accès pour préserver la qualité. Ce qui, par contre, là, peut se comprendre. C'est-à-dire qu'en France, on avait des études de médecine, on a des études de médecine qui ne sont pas des études au rabais. Les médecins sont bien formés, ils sont bons, ils sont compétents, mais le prix à payer, c'est une sélection drastique. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Donc, alors... après, on passe à ce qui a été fait, peut-être. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Non? On y reviendra. On y reviendra? Ok, bon. Alors, on continue sur ce qui a été fait. Donc, quels sont les acteurs? Voilà, alors, monsieur... ouais, quelles mesures concrètes ont été mises en œuvre ou sont envisagées pour attirer et maintenir les médecins dans ces territoires? Alors, ce qui a été fait. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs concernés par cette problématique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les médecins à venir s'installer là où, pour l'instant, ils ne sont pas très nombreux. Donc, il y a l'État qui est concerné, puisqu'il a la responsabilité première de l'organisation des soins. Il y a l'assurance maladie qui, dans ce schéma, est un peu le financeur. C'est-à-dire que l'État décide et nous, on paye. C'est plus pratique, c'est pas le même budget. Et puis ça lui permet de dire que si on est en déficit, c'est de notre faute et pas de la sienne. Donc ça, c'est une chose. Et troisième acteur, et non des moindres, les collectivités. Les mairies, les collectivités territoriales, qui ont un intérêt à agir évident, c'est-à-dire que pouvoir afficher une commune ou un territoire où l'effectif médical est suffisant, c'est extrêmement valorisant pour un maire et c'est extrêmement attractif. Ça permet de faire venir des gens, ça permet de maintenir des écoles ouvertes, etc. etc. C'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que, voilà. Donc, je vais commencer par l'assurance maladie. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec ce que le président a essayé de faire à son époque, et je l'ai accompagné dans cette démarche, c'est d'essayer de discuter de la question de la liberté d'installation. Est-ce qu'il y a un moyen
de moduler cette liberté d'installation ou de faire en sorte que, tout en conservant la liberté d'installation, on puisse préserver les intérêts des gens, des patients des zones sous-denses. Donc on a beaucoup visité nos députés, puisque ce sont les députés, c'est la loi qui régit tout ça. Et puis on a vite compris que c'était un peu vain, parce que le simple fait d'aborder le sujet, on est à l'époque en 2005, 2006, donc pour nous remettre un peu dans le contexte, c'est la fin de l'époque Chirac, puis Sarkozy arrive, donc on est dans un sursaut libéral, c'est merveilleux. Donc aborder la question de la liberté d'installation en 2007 avec des députés qui sont en majorité, pas en majorité, mais en grand nombre des médecins, c'est pas évident. Donc avec le président, on a dit qu'on allait faire on a fait un peu marche arrière en disant c'est pas la peine d'aller attaquer de front la liberté d'installation, ça passera pas. Parce que même si on le fait avec beaucoup de délicatesse, ça passe pas. Donc par contre, on a essayé de montrer ce qu'on pouvait faire. Et on l'a fait avec une profession qui a de bonne grâce accepté un mode de régulation de son installation, sont les infirmiers, les infirmières. Donc on a négocié avec les syndicats d'infirmiers un dispositif qui est très très simple. On a déjà fait une cartographie du territoire, on a déterminé des zones surdenses en infirmières, des zones sous-denses, et on a dit, c'est très simple, si une infirmière veut s'installer dans une zone surdense, il faut qu'elle attende qu'un collègue soit parti à la retraite. Et elle remplace. Si elle veut s'installer quand même, elle n'est pas conventionnée. Pas conventionnée pour une infirmière, c'est pas vivable. Pour un médecin non plus. Donc par contre, elle peut s'installer en zone sous-dense sans problème. La profession a signé ça, on était assez surpris, d'ailleurs elles ont accepté le dispositif, parce qu'il y a eu des compensations, bien évidemment, c'est que l'installation en zone sous-dense était beaucoup plus facile qu'en zone surdense. On a accepté des remboursements d'indemnités kilométriques qui étaient plus favorables pour les infirmières en zone sous-dense. Et puis surtout, on a accepté, et c'est la vertu du dialogue, c'est-à-dire qu'on a accepté, bien évidemment, des fois des installations d'infirmières en zone surdense, même s'il n'y avait pas eu de départ à la retraite, dès lors que l'infirmière acceptait de faire une partie de son activité dans la zone sous-dense voisine, avec un remboursement des frais kilométriques ad hoc. Donc ça, c'est des dispositions qui ont été retenues, qui sont reprises aujourd'hui dans tous les projets de cabinets déportés, par exemple, pour les médecins. Donc voilà ce qu'on a fait. Ça, c'était la partie qu'est-ce qu'on peut faire sur l'installation pour flécher un peu l'installation sur les zones surdenses. Donc on l'a fait pour les infirmières, on ne l'a pas fait, on n'a pas pu pour le faire. les kinés aussi. Voilà, les kinés, c'est différent, c'est pas un dispositif conventionnel, c'est un dispositif d'État. Pour les pharmacies, les kinés, c'est un dispositif étatique qui gère la répartition des kinés sur le territoire. Alors, ne me demande pas pourquoi. Pour les pharmaciens, je vois bien, parce que c'est. Mais pour les kinés, j'ai pas cherché. Ça voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait à l'assurance maladie, on a payé, on a donné des sous pour faciliter l'installation des médecins sur les zones sous-denses. Donc on a fait comment? On a essayé de favoriser, on a choisi le premier critère, c'est-à-dire que les médecins aiment travailler en groupe. Donc on a mis en place des financements pour des médecins qui acceptaient ou qui projetaient de travailler en groupe. Donc ces aides, elles prenaient plusieurs formes. Soit on faisait des rémunérations, ce qu'on appelle des rémunérations sur objectifs de santé publique, donc qui dans les zones sous-denses étaient spécifiques, donc qui permettaient aux médecins, en plus des remboursements de consultation, d'avoir des rémunérations forfaitaires dans le cadre d'un exercice regroupé. On a pris en charge une partie des frais de secrétariat médical pour les médecins qui souhaitaient s'installer en groupe. On gérait un fonds qui permettait de financer des projets d'installation, c'est-à-dire que quand des médecins venaient nous voir en nous disant voilà, on a un projet, on veut s'installer à tel endroit, donc on les aidait à monter le dossier et on finançait 1, 2, 3 années d'activité jusqu'à ce que l'affaire fonctionne. Donc on a fait ça. La convention de 2024 a instauré le financement, alors là c'est plus d'un secrétariat médical mais d'un assistant médical
Donc l'assistant médical, on est au-delà, comme je le dis, du secrétariat. Un assistant médical, c'est soit un infirmier, une infirmière diplômée d'État, soit une aide-soignante, soit une puéricultrice, soit quelqu'un qui a suivi une formation maintenant, qui est une formation d'assistant médical. Donc avec ces 4 cursus, vous pouvez prétendre à une fonction d'assistant médical, et l'assurance maladie, on paye cette fonction d'assistant médical à hauteur de 36 000 €. Jusqu'à 36 000 €, on peut payer ça. Voilà. Donc, j'allais dire, malheureusement, c'est à peu près tout. On voit bien qu'on est sur l'aide. Ah si, dernière chose, on a aidé à la constitution des communautés professionnelles de territoire de santé, les CPTS, qui permettent aux médecins d'échanger sur leurs pratiques, d'échanger avec d'autres professionnels de santé. Donc alors, très honnêtement, ça fonctionne ici, Anna. Il y a des communautés professionnelles de territoire de santé. Oui, bien sûr. Il y en a à Pont-Életch. Il y en a une avec 2 médecins traitants. Et puis ici, à Île-Rousse, on a une maison médicalisée. D'accord, oui. Enfin, on a un médecin. Mais au-delà de ça, la communauté, c'est un organe, enfin, c'est un réseau, oui, c'est une institution, enfin, qui organise en fait des rendez-vous, des échanges d'informations. Je sais que nous, on avait donné instruction au CEPAM à l'époque de faciliter la logistique, c'est-à-dire de donner des moyens, un ordinateur, pour faciliter le travail d'échange de cette communauté. Voilà. On a au sein de la CPM des conseillers informatiques du système, qui sont à disposition, des délégués d'assurance maladie aussi qui sont là. Alors aujourd'hui, tout à l'heure je vous ai dit que les ARS avaient cartographié le territoire, donc on a des zones, des ZIP et des ZAC, je peux dire. C'est bon. Bon, ZIP et ZAC. Donc une partie des financements dont je vous ai parlé de l'assurance maladie ont été supprimés au profit d'un autre dispositif qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus évident. Un médecin qui s'installe en zone d'intervention prioritaire, on lui donne 10 000 €. Un médecin qui s'installe dans une zone, dans une ZAC, donc zone d'action complémentaire, on lui donne 5 000 €. Un médecin qui s'installe dans une zone, soit une ZAC, soit une zone blanche, une zone où l'effectif est suffisant, et qui accepte d'ouvrir un cabinet secondaire dans lequel il va faire des vacations sur une zone d'intervention prioritaire, on lui donne 3 000 € à l'installation. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et ça c'est assez important, l'État a allégé, ou est en cours d'allègement, parce que c'est comme toujours, il manque toujours le petit décret qui va bien, donc l'allègement des dispositifs de cumul emploi-retraite pour les médecins. Ce qu'il faut savoir, moi je l'ai pas cru, j'ai un ami qui est médecin en Bretagne, qui œuvrait dans une zone sous-dense, et qui a décidé d'arrêter son activité, et moi j'échange avec lui, je lui dis mais pourquoi tu fais pas une descente tranquillement, en réduisant ton activité petit à petit, en prenant ta retraite sur une partie de ton temps. Il me dit oui, c'est une très bonne idée, donc il est allé au Conseil de l'Ordre, il est allé à la Caisse primaire d'assurance maladie, puis on lui a dit pas de problème, vous pouvez continuer, vous gardez le titre de médecin, vous pouvez exercer, mais vous allez quand même payer un peu de cotisation. Alors Bertrand il me dit bah oui, c'est normal, je vais payer combien? Bah, il payait quasiment pareil que quand il aurait payé pareil que quand il était en activité complète. Alors il a dit bah non, c'est un peu compliqué, je vais pas le faire finalement. Donc voilà, donc il a arrêté. Donc ça c'est en train de changer parce que c'est fondamental. C'est vraiment la notion de bon sens, et on se heurte à un truc, à un blocage administratif dont la France est spécialiste. Il y a sûrement une bonne raison d'empêcher les gens de cumuler un emploi et une retraite quand ils sont médecins, mais c'était valable en 1930, pas aujourd'hui. Voilà. Donc le contrat d'engagement, ça c'est très bien. Le contrat d'engagement, c'est un dispositif. Contrat d'engagement, on appelle ça aussi le service médical citoyen. C'est un dispositif qui consiste à proposer à un étudiant, un médecin, donc il n'est plus étudiant, qui sort de son cursus, d'aller exercer pendant 1 an ou 2 sur un territoire qu'il ne connaît pas, moyennant un certain nombre d'avantages, qui est notamment la prise en charge des cotisations, plus des facilités qui sont octroyées par les municipalités. Voilà. Donc je n'ai pas parlé du troisième acteur, c'est les mairies, bien évidemment, les collectivités territoriales, qui sont très impliquées
partout sur le territoire. Elles fournissent en général une infrastructure, c'est-à-dire un local, un loyer gratuit, une exonération pendant quelque temps de toute charge d'électricité, d'eau, etc., etc. Donc les collectivités sont prêtes à consentir, entre guillemets, des investissements importants pour créer soit un cabinet de groupe, soit une maison médicale, soit un centre de santé, enfin peu importe la forme juridique du truc, du moment qu'il y a des médecins qui exercent en groupe. Voilà. Il y a d'autres solutions. Il y a nos amis ajaxiens qui ont mis en place un médicobus, pourquoi pas. Alors ça, quand on en parlait à Paris à une époque, ça faisait marrer tout le monde. Ah, un médicobus, mais pourquoi pas. Ça marche avec les bouquins, mais ça marche aussi avec les médecins. Voilà, donc tu veux dire un truc? Oui, et en Haute-Corse, on a créé le centre d'examen en santé et on le délocalise aussi. Donc une fois par mois, il vient en Balagne, il vient à Île-Rousse. Voilà, et du coup, les assurés peuvent prendre rendez-vous sur Doctolib, c'est totalement gratuit, et puis ils ont une visite médicale avec un médecin généraliste. Ils font un check-up, voilà, et puis il y a une infirmière qui fait les prélèvements également, et la secrétaire, elle est chargée de prendre les rendez-vous ensuite, une fois qu'ils ont les résultats de tous les examens. Donc, voilà, donc ça, c'est à l'initiative de notre directeur de caisse. Voilà. Qu'il en soit remercié. Ouais. Oui. Merci Nicolas. Donc la téléconsultation, donc ça, alors, la téléconsultation c'est bien. On s'est vite rendu compte qu'il fallait vraiment un environnement particulier, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça n'importe comment, n'importe où. D'une part parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire qui ne savent pas utiliser les outils modernes, donc qui ont besoin d'être accompagnés. Donc ce qu'on constate, c'est que la téléconsultation, ça marche bien. Alors on voulait mettre ça dans les supermarchés à une époque, donc on a vite renoncé. Donc clairement, c'est dans les pharmacies ou dans des locaux comme des maisons, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus, les maisons où il y a tous les services publics. Les maisons France Service. Les maisons France Service, pourquoi pas, mais là où ça marche le mieux, c'est en pharmacie en fait, parce que le patient est rassuré, il est dans un environnement paramédical, donc tout va bien. Mais du coup, ouais, c'est quand même assez limité. Par exemple, il ne peut pas prescrire un arrêt de travail de plus d'un jour. Ouais. Non, c'est vraiment de la consultation de premier niveau. Ouais. C'est une consultation qui rassure. Par contre, s'il y a le moindre doute, de toute façon, il faut rentrer dans le système. On ne peut pas encore avoir un médecin traitant qui soit téléconsultable. Téléconsultable, non. Voilà, et puis là, on a. Alors, donc, il y a aussi le transfert de compétences, c'est-à-dire la capacité pour un médecin, la possibilité pour un médecin, et ça, les syndicats, pas tous les syndicats, mais la CSMF était. Donc il y a deux gros syndicats de médecins, enfin, il y a la CSMF, c'est la Confédération syndicale des médecins de France, et il y a MG France. Voilà. Donc ces deux syndicats, bon, très clairement, il y en a un qui penche plutôt à droite, l'autre qui penche plutôt à gauche, mais c'est pas important parce que ces questions-là sont transpartisanes, il n'y a pas de... Donc la CSMF nous disait le transfert de compétences, on y va doucement parce qu'ils estimaient que c'était compliqué de déléguer certains actes médicaux, même à des professionnels de santé, sans qu'il y ait une formation particulière. Les seuls avec lesquels ils auraient accepté un transfert de compétences facilement, c'est les sages-femmes. Puisque les sages-femmes sont des professions médicales, ne sont pas des professions paramédicales, donc ils estiment que la sage-femme a un savoir-faire, voilà. Et les pédiatres. Et les pédiatres. Et les pédiatres sont déjà des médecins. Donc c'est plus du transfert de compétences. Oui. Enfin, un transfert de compétences pour soulager. Oui, d'accord. Soulager. Parce que la pédiatrie aussi. Elle est en difficulté. D'accord, ok. Voilà. Bon, et puis alors, je vais aborder un sujet qui ne va pas faire plaisir à mon ami. C'est la dernière étape, c'est la loi Garot. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Monsieur Garot est un député socialiste qui a fait une proposition de loi transpartisane qui vise à remettre en cause, on peut le dire comme ça, la liberté d'installation. Donc, grosso modo, il y a 4 mesures phares dans ce projet de loi. C'est un projet. Donc, l'installation d'un médecin en zone surdense ne pourra être acceptée qu'à
avec l'avis favorable de l'agence régionale de santé. Donc ça s'appelle le fléchage. C'est-à-dire que c'est l'agence régionale qui décidera si un médecin a le droit de s'installer à tel endroit. Voilà. Donc, deuxième mesure. S'il refuse? Eh bien, s'il refuse, il n'est pas conventionné. D'accord. Alors ça, je demande on attend de voir, parce que moi, j'aimerais pas être à la place du premier directeur de l'agence régionale de santé qui va refuser à un médecin de s'installer quelque part. Ça risque d'être assez compliqué. Donc, enfin, bon, je pense que Garot n'a pas l'intention, enfin, n'imagine pas une seconde que sa loi passe. Elle peut passer, mais ça, en plus, avec la petite difficulté de majorité aujourd'hui à l'Assemblée, c'est pas évident. Je pense qu'il a fait ça juste pour instaurer un débat sur le sujet, quoi. Voilà. Donc, fléchage de la liberté d'installation en zone surdence. Pas de pénalité pour les médecins traitants, donc cette fois-ci ce serait dans la loi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de médecin traitant parce que vous êtes dans une zone sous-dense, vous n'avez pas de pénalité, point barre, ça ne se discute pas. Une année de formation, que la première année de formation des études médicales soit dispensée dans tous les départements. Aujourd'hui, il y a des départements où il n'y a pas d'antenne de faculté de médecine, donc les gens qui veulent suivre un cursus médical, ils vont au chef-lieu, ou ils vont à l'endroit le plus proche où il y a une université. Or, il n'y a pas ça dans tous les départements. Nous, à Corté, on peut faire la première année, et on peut faire 2 ans à Corté, 2 ans. Donc, C'est pas 2 ans. C'est Un an. il me semble que c'est un an. On peut faire la première année à Corté. Donc, l'intérêt de cette mesure, c'est de créer, au sein déjà du territoire, donc des gens qui sont nés là, qui vivent là, se rencontrent, échangent, et puis sur le lot, il y en a, je sais pas, 100 qui partent ensuite suivent un cursus, mais ils se connaissent. Ils se connaissent, ils ont fait leur première année ensemble, ils ont déjà intégré des problématiques médicales, si tant est qu'en première année de médecine, on intègre des préoccupations médicales, ça se saurait, mais enfin en tout cas ils se connaissent, ils gardent ces liens, et ils sont plus aptes à revenir après sur place parce qu'ils se sont construits avec des gens qui sont du cru, entre guillemets. Mais l'hôpital de Bastia n'est pas CHU? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et alors c'est la dernière partie, alors là, roulement de tambour, c'est la quatrième disposition. La loi prévoit explicitement la création d'un CHU en Corse d'ici à 2030. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'on a... Et puis le numerus clausus, oui, qui évolue en numerus apertus, c'est-à-dire on ouvre, il n'y a plus de quota. Alors ça va pas être, ce serait pas encore un examen, mais en tout cas on prendrait plus de médecins. Le problème c'est que cette disposition, elle ne portera ses fruits qu'en 2040. Quoi. Écoutez, je vous remercie. Il y a le service citoyen aussi, des jeunes qui viennent qui finissent leur internat. Mais ça existe, ça peut, enfin, ça existe déjà. déjà. J'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. C'est le service, ça s'appelle service civil ou je sais pas quoi, médical. Aujourd'hui, c'est contractuel. Alors, avec la loi, ce serait encadré par la loi. C'est-à-dire que ça serait peut-être aujourd'hui, c'est ceux qui veulent. Demain, ce sera peut-être une obligation. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Laman. Bravo.